Et donc vous le pensez bien, Mad Max 1 fut un carton. Il a rapporté 250 fois sa somme de départ, c'est-à-dire qu'il était 400 000 $ à travers le monde. Et donc forcément, une suite était obligatoire pour Miller. Et quelle suite? Quelle suite? Mais c'est un truc de dingue d'arriver à faire ça. Mais avec le deuxième volet, Miller arrive à imposer quelque chose qui ensuite deviendra presque une marque de fabrique. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en 81, il y a un autre film qui est sorti. C'était Evil Dead. Pour ceux qui se rappellent, le premier Evil Dead avait posé des bases, à peu près similaires à ce que le premier Mad Max a posé. Et dans Evil Dead 2, Sam Raimi a eu l'idée de génie, qu'il a piqué à Miller d'ailleurs, de reprendre le premier, juste au début, pour ensuite pouvoir partir dans un autre délire. On est typiquement là-dedans avec Mad Max 2. Avec la séquence d'ouverture, et c'est en ça qu'on va aborder le résumé, Mad Max 2 revient sur le premier Mad Max, nous rappelant tous les événements du premier, de manière très brève, avec des images très rapides, pour ensuite nous planter le décor. Un monde post-apocalyptique où tout est ruiné, où il ne reste plus rien, et où la seule richesse qui reste, c'est le pétrole. Et tout le monde se bat pour le pétrole. Et c'est de là que part le film. On retrouve un Mad Max qui est paumé là-dedans, qui recherche qu'une seule chose, c'est de l'essence pour aller le plus loin possible, qui vit complètement dans l'ombre de son passé et de la mort de sa femme et de son fils, et qui va tomber sur une bande de réfugiés à qui il va filer un coup de main pour essayer de se libérer d'un espèce de groupe de tyrans qui veulent absolument leur piquer leur pétrole. C'est la base, il en faut pas plus ou pas moins pour faire de Mad Max 2 un putain de chef-d'œuvre. Et je pèse mes mots, Mad Max 2 est un putain de chef-d'œuvre. Tout est parfait dans Mad Max 2. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui est faux, il n'y a rien qui est injuste, il n'y a rien qui est maladroit. Tout est magnifique dans Mad Max 2. C'est assez exceptionnel de voir un film qui se permet autant de choses et qui se permet autant de justesse dans son écriture et dans sa mise en scène. Et rien que pour ça, Mad Max 2, il vaut largement le coup. Et en plus, il est dans la pile lignée du premier film. C'est assez exceptionnel. On avait un plus gros budget, résultat, 4 millions de $. Avec 4 millions de $, Miller, il se permet tout. Il se permet littéralement tout. Il prend un décor désertique et il le transforme en espèce de truc, mais absolument monumental, avec une réflexion sur la société moderne extrêmement bien fin. C'est assez extraordinaire de voir ça. C'est assez extraordinaire de voir ça. Surtout dans un film qui, sur le papier, n'a pas plus d'ambition que d'être une simple suite. Et là, pour le coup, on a une suite qui est quasiment parfaite de bout en bout. Terry Hayes, George Miller et Brian Annant ont fait un travail absolument parfait sur ce film. Ils ont livré un scénario qui est le plus simple possible. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. C'est-à-dire c'est simplement l'histoire d'un marginal qui va retrouver d'autres marginaux et qui va leur filer un coup de main pour se débarrasser d'autres marginaux. C'est juste parfait comme scénar. Il n'y a pas besoin de plus. Et c'est ça qui fait la grande force de Mad Max 2. C'est que résultat, le seul intérêt du film, c'est de 1, nous poser une réflexion sur ce qui serait vital dans une société moderne si jamais il n'y avait plus d'argent. Et qu'est-ce qui serait vital? L'essence, si jamais on avait tous envie de conduire une voiture. Et là, pour le coup, découle de ça une réflexion sur la corruption de l'humanité, sur le fait que tout tourne autour d'un seul objet qui deviendrait l'essence même de notre déshumanisation, finalement. Et c'est ça, en fait, qui fait la force de Mad Max 2 au niveau de son scénario. C'est que ces 3 auteurs, ils ont réussi à exploiter quelque chose qui est très simple et quelque chose qui n'était, on va dire, que la surface du premier film, c'est-à-dire les voitures, les motos, etc., et de le transformer en une réflexion sur ce qui nous corrompt, sur ce qui nous ronge, sur ce qui va détruire notre société. Et ce que David Michôd reprendra très bien dans The Rover, parce que The Rover, c'est un pur hommage à Mad Max 2. Et on a beau dire ce qu'on veut sur The Rover, le trouver métaphorique, etc., The Rover est référencé à mort à Mad Max 2. Et Mad Max 2 en a influencé des paquets de films. C'est absolument monumental. Lorsqu'on voit Mad Max 2, on voit énormément de films. C'est con à dire, mais on voit même du Fast and Furious dans Mad Max 2, tellement l'écriture ressemble un petit peu aux 4, 5 et 6. C'est exactement ça. C'est des personnages qui vont se battre pour une seule chose, de l'essence à foutre dans leur bagnole. Et là-dedans, il y a tout dans le scénario de Mad Max 2. Il y a vraiment tout, c'est absolument parfait. Et que dire de la mise en scène? George Miller, il repousse toutes les limites possibles sur la mise en scène du 2. Il balance des effets spéciaux, mais alors des effets spéciaux à l'ancienne. Et c'est ça qui est énorme. C'est-à-dire que tout le long du film, George Miller ne va pas utiliser un pet d'effets spéciaux numériques. Et pourtant, à cette époque-là, on était dans le début, on va dire. Et non, pas du tout. Lorsqu'il s'agit de faire exploser tout le camp des réfugiés, il le fait péter, mais alors il fait une explosion absolument monumentale qui part dans tous les sens. Lorsqu'il fait des courses-poursuites, mais toutes les bagnoles sont alignées sur des rangées. Enfin, c'est assez extraordinaire de voir ça. C'est juste parfait de voir des idées pareilles, c'est juste jouissif, c'est juste extrême, c'est du cinéma à l'état pur.
C'est du cinéma à l'état pur qui part dans tous les sens. Et c'est ça qui est bon dans le cinéma de Miller. C'est qu'il ne se permet pas la moindre limite. Et quand on voit Mad Max 2, on comprend ce que pourrait donner Mad Max Fury Road. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais on est quasiment sûr de ce que ça va donner. C'est-à-dire ça va donner pile cette lignée, pile ce cinéma qui est outrancier, qui part dans tous les sens, qui se permet des folies absolument monumentales au niveau de sa création cinématographique. Mais c'est ça qu'on veut dans le cinéma moderne. Et Miller, il l'avait très bien compris en 82 en livrant ce Mad Max 2. Avec ça, il a livré une œuvre qui est parfaite, un putain de chef-d'œuvre de cinéma moderne qui en plus se permet une réflexion sur ce qui nous corrompt dans notre société et en plus un film de divertissement absolument épique. Puis que dire, Mel Gibson, il pose une performance absolument parfaite dans le personnage de Mad Max là. On atteint des sommets de cinéma grâce à son interprétation. Il est vraiment très juste et en plus là il permet au personnage d'explorer beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus de sensations. Et là on est typiquement dans le cinéma qui part dans tous les sens et c'est ça qui fait du bien. Parce que c'est cadré et c'est juste parfait. Donc ouais, Mad Max 2, c'était vraiment la grosse claque. Et on se demandait très clairement ce qu'il pourrait faire après Mad Max 2. Et on n'imaginait pas qu'on se retrouverait avec le troisième volet.